Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universalis pour cette dernière fournée de top et de flop de 2024, cette fois dédiée aux lectures. Alors, comme d'hab, quelques précisions avant de commencer. D'une part, il ne s'agit pas d'un compte-rendu de bouquins sortis exclusivement en 2024. Déjà que j'ai du mal à suivre l'actu pour les films, les séries et les jeux, les bouquins j'en parle même pas. Il s'agit donc d'un panel d'ouvrages que j'ai personnellement découvert cette année-là. Ensuite, les tops et les flops sont majoritairement subjectifs. Même si j'ajoute toujours des arguments, ça reste d'abord et avant tout mon avis. Et enfin, si vous avez vu la vidéo du bilan de 2024, vous savez que je vais fermer ma librairie. Et vu que c'était essentiellement grâce à elle que je pouvais découvrir un tas de bouquins gratuitement et sans pression, bah à partir de 2025, à moins que je réussisse à retrouver un boulot dans le milieu, il y a assez peu de chances que je puisse continuer. De fait, bah cette vidéo et la suivante risquent d'être les derniers top flops de lecture de la chaîne. Voilà, le topo est fait, passons à mes pires découvertes livresques. Devinez de quoi ça parle. D'une héroïne qui meurt et ressuscite 10 ans plus tôt pour modifier son futur. Bien joué. Après les isekai, les résurrections à outrance. Et autant il y en a qui peuvent bien jouer avec le thème, autant il y en a d'autres... En l'occurrence, Dover Damsel, c'est pas mauvais. C'est même quelques passages plutôt bons, je dirais. Maintenant, c'est pas des masses marquants. Grosso modo, l'héroïne est une magicienne surcheatée, comme d'hab, sauf qu'elle a été mariée de force à un immonde connard incestueux qui finira par la trahir et la faire condamner à mort. Une fois revenue en arrière, alors qu'elle n'a que 10 ans, elle se jette sur le premier venu pour le demander en mariage, sauf que le premier venu en question, c'est un empereur considéré comme maudit et qui va instantanément l'accepter. Alors, il y a des passages très drôles, notamment les sous-entendus de l'attirance de l'empereur pour les petites filles. Littéralement, à un moment, t'as l'héroïne qui se dit « Putain, j'ai échappé à l'incestueux pour tomber sur un pédophile, génial !» Bon, évidemment, c'est pas vraiment un pédophile, c'est juste une blague à cause de sous-entendus et de double sens. Mais en vrai, bah l'empereur, c'est une crème. C'est littéralement le mec qui veut cuisiner pour toi pour te faire plaisir. Il y a aussi des questions assez troubles sur l'empereur, genre qui est censé devenir un monstre quelques années plus tard. Bon, après, j'avoue que ça m'a pas plus marqué que ça. Ça a le mérite de pas juste ressortir la même formule habituelle sans réfléchir, et du coup ça peut être agréable à suivre. Donc à voir selon vos goûts. L'histoire se déroule dans un futur proche, probablement. Proche de combien par contre j'en sais foutre rien. Les deux principaux protagonistes sont Marsu, architecte conceptrice d'hôtels écolo, et Tom, qui a conçu un système de réalité virtuelle. Une sorte de métavers où tu peux te rendre et ressentir tout ce qui s'y passe comme si tu y étais vraiment. D'abord réticente, Marsu va finir par se laisser convaincre de rejoindre ce Facebook en VR et développer une relation avec Tom. Et au-delà de quelques questionnements sur tout ce qui est réseaux sociaux et leurs dérives, oui, il y a des bons côtés, mais aussi des très mauvais, genre complètement abandonner la réalité pour le virtuel, mais l'essentiel de l'histoire, ça reste la romance entre Marsu et Tom. Voilà. Alors que Marsu est en couple. Carrément marié, il me semble. Et son mec, c'est genre la crème absolue. Et c'est plus ou moins une idée de couple à trois, avec l'idée que y a pas vraiment de tromperie, vu que c'est du virtuel et que tout le monde est au courant. Ouais. Alors peut-être qu'à ce niveau, il y aurait beaucoup à en débattre. Moi, perso, j'y ai pas vu beaucoup d'intérêt. Au-delà de l'aspect réalité virtuelle qui change de style de dessin quand on s'y trouve, ce qui était une très bonne idée pour les différencier, bah la romance m'a pas particulièrement touché. J'ai pas eu énormément d'attrait pour les personnages. À un moment tu te dis bah il va y avoir un problème parce que Marsu est en train de complètement délaisser le monde réel pour se focaliser sur le virtuel. Et en fait non, tout s'arrange très vite et la meuf vit ses deux histoires d'amour en parallèle. Alors ouais cool mais je m'en fous en fait. Donc je vais pas dire que c'est une mauvaise BD, loin de là. Maintenant je trouve le thème de la VR pas autant fouillé qu'il aurait dû l'être. Et ça se concentre trop sur une romance à laquelle j'ai pas du tout adhéré. Après, ce n'est que mon avis, donc peut-être que ça vous conviendra davantage. Alors là, ça va être assez particulier. Parce que même si la BD est dans mes flops, elle avait énormément de bonnes idées. C'est donc au Moyen-Orient que tout se déroule. Je sais pas exactement l'époque parce que c'est pas précisé, mais ça a l'air d'être les années 70-80. En tout cas, ça a l'air.
Sauf qu'un monstre de Frankenstein va voir le jour et commettre des meurtres. Le principe même de la naissance du monstre est assez original. En fait, c'est un mec qui a décidé de rassembler des morceaux de cadavres pour leur redonner figure humaine. Et le fantôme d'une victime d'attentat va retrouver une partie de son corps dans ce puzzle et le posséder, ce qui va lui redonner vie. Plus ou moins. Sauf que pas exactement, parce qu'en fait, chaque partie du corps a sa conscience propre, et l'objectif du monstre, c'est de rendre justice aux morceaux du corps. La contrepartie, c'est que chaque fois qu'il bute un coupable, en fait, la partie de son corps qui y est liée va se détacher, parce qu'elle aura trouvé la paix. C'est un gros pamphlet anti-guerre, anti-violence et tout le toutin, et autant c'est des aspects que j'ai trouvé vraiment très intéressants, mais c'est contrebalancé par certains gros défauts. Un des moins graves, mais qui m'a énormément freiné dans l'appréciation, c'est qu'il y a beaucoup de personnages. Et déjà que j'ai une très mauvaise mémoire des noms, si en plus c'est des noms orientaux, c'est encore pire. Du coup, comme il y a énormément de points de vue et de protagonistes, au bout de quelques pages, je savais plus qui était qui. Il y a aussi quelques éléments what the fuck, au point que tu sais pas si t'es dans un univers qui cherche à être réaliste, ou si t'es dans un conte de fées moderne. Genre, tu as une vieille femme qui prie tous les jours devant un tableau de Saint-Georges, il me semble, et au début de l'histoire, tu as Saint-Georges qui sort du tableau pour aller taper la discute avec le chat. What? C'est parti un peu vite dans un délire auquel je m'attendais pas. Et j'ai trouvé que l'histoire se finissait un peu en queue de poisson. Donc au final, j'ai pas détesté l'histoire, mais pour moi, il y a beaucoup de défauts, subjectifs, j'en conviens, mais qui m'ont un peu raboté ma hype pendant la lecture. L'histoire concerne notamment la jeune Ellie, une petite orpheline, pensionnaire d'un centre d'aide à l'enfance, et petite brute maltraitant les plus faibles. Sauf que lors d'une excursion en pleine nature, elle va se retrouver avec tout un petit groupe, propulsé dans un monde parallèle, où ils devront survivre une année entière s'ils veulent rentrer chez eux. Très franchement, au-delà de certains poncifs, c'est particulièrement gênant, mais un peu quand même, l'histoire est globalement pas très intéressante et assez classique. Les différentes personnalités m'ont pas marqué plus que ça. Parce que très sincèrement, la Ellie, t'as juste envie de lui coller une paire de tartes toutes les 2 pages. Néanmoins, je vais me montrer assez réservé en raison de sa fin. Parce que le final du premier tome redistribue entièrement les cartes, et ce d'une manière que j'avais absolument pas anticipée. Ce qui, mieux encore, justifie pas mal d'éléments très classiques de l'intrigue. Donc les tomes suivants peuvent se montrer beaucoup plus originaux. Néanmoins, j'ai vraiment aucun attachement pour les héros, et j'ai pas particulièrement envie de découvrir le reste de leurs aventures. Je suis assez déçu. Pas que la BD soit particulièrement mauvaise, c'est juste que quand j'ai fini, mon premier réflexe ça a été mais elle est où la suite? Le pitch, c'est qu'on suit une jeune fille qui va se rendre compte qu'elle est suivie durant toute son existence par une Doularan, un fantôme de femme chevalier décapitée qu'elle est la seule à voir. Et on va suivre cette jeune fille durant toute sa vie, je dis bien toute, et la relation qu'elle va développer avec le fantôme. Et ça va pas si loin que ça en fait. Je leur dis, la BD est plutôt bonne en elle-même, mais si elle a fini dans mes flops, c'est parce que je trouve qu'elle ne creuse pas assez dans ses possibilités. En apprendre un peu plus sur le Doulahan ou sur l'héroïne, ça aurait été mieux que juste prendre quelques petits échantillons de leur vie, quoi. Genre, pourquoi l'héroïne peut voir la Doulahan et personne d'autre? Surtout quand on sait que le fantôme a dû suivre pas mal d'humains qui ont jamais été foutus de la repérer. Bref, pour moi, c'est pas mauvais, mais c'est très décevant. L'histoire est celle d'une jeune femme experte en robotique et en informatique, qui, suite au deuil de son mari, va devoir faire un voyage à travers l'espace pour apporter les cendres du défunt conjoint à sa belle-mère. Et le manga est vendu comme une réflexion sur le futur, sur le fonctionnement du deuil avec les voyages spatiaux, ainsi que sur l'intelligence artificielle. Absolument pas. Ok, il y a un début de réflexion pendant la première moitié du manga, et après on commence à dévier sur un quasi shonen en fait, avec l'héroïne qui est considérée comme une sorcière, parce qu'elle arrive à pirater des programmes en parlant.
le truc qui n'a absolument aucun sens. Elle se fait des alliés et des ennemis. Bref, ça sent vraiment l'aventure basique avec des quasi-combats. Et ouais, non. Je vous avoue que mon intérêt a très vite disparu. Tome unique, et c'est à la fois tant mieux et dommage. Tant mieux parce que j'ai pas trouvé l'intrigue super intéressante, je me suis même un peu emmerdé par moments, et dommage parce que l'univers a du potentiel, mais tellement que c'est décevant qu'on n'ait pas essayé de lui donner plus de largeur. Et probablement que s'il y avait eu plusieurs épisodes, on n'aurait pas eu cette sensation de rush et de resserrer. Parce que clairement, les différents personnages et l'univers, il y avait moyen de détailler plus, quoi. L'histoire, c'est donc que tu as une île près de Venise, dont les gondoliers viennent régulièrement racketter de la bouffe aux habitants, et faire quelques actes terroristes histoire de leur montrer qu'ils commandent. Des attentats avec des bombes plus ou moins magiques, genre le héros voit son bras droit effacé de la réalité, t'as deux meufs qui sont obligées de tout le temps être ensemble, parce qu'elles peuvent pas se séparer sans souffrir, t'en as une qui est pas complètement calée dans le temps et du coup elle peut voir l'avenir, et tout ça c'est très intéressant, si on accepte le personnage masculin qui est transparent comme pas permis. Le mec est présenté comme un pianiste surdoué. Ok, je m'en branle. Littéralement, ça n'a aucun impact sur l'histoire, excepté une scène. Et même cette scène ne suffit pas à développer la chimie entre les personnages, vu qu'on sait déjà qu'ils couchent ensemble. D'ailleurs, le mec se tape les 5 meufs en même temps. Ah, qui t'en profiter, hein. Et je pense que ce qui m'a d'autant plus déçu, c'est l'arrivée d'Angela. C'est petite fille, elle aussi infectée par la dévoration, sauf qu'elle est littéralement devenue une déesse. Elle peut faire absolument ce qu'elle veut, sans aucune conséquence. Le personnage est littéralement le Deus Ex Machina qui permet au héros d'avancer, et sa psychologie est à la ramasse. Bref, la Venise des Louves, il y avait un bon potentiel d'univers, mais en termes de BD, je trouve que juste un potentiel, c'est pas suffisant pour vous encourager à le lire. Encore un isekai, dis donc! Avec un gamer accro aux jeux les plus difficiles du monde, et qui donc, face à un tout nouveau MMORPG, choisit de partir sur le Hell Mode, c'est-à-dire l'évolution la plus hardcore possible, ce qui le téléporte directement dans le jeu. Non, on cherche même plus de raison valable pour faire un isekai en fait. Du coup, le héros va naître dans ce monde avec le don d'invocateur, qui est littéralement la classe ayant le potentiel le plus pété de l'univers. Et sauf que c'est là qu'on arrive au principal problème. Le manga vend son pitch comme un héros qui arrive dans un monde à la difficulté abusive. Bah non en fait, l'univers est pas si complexe. Alors oui, le héros met du temps à gagner ses premiers niveaux, mais en vrai, dès le premier tome, il arrive déjà à se défendre tout seul. Et surtout, sa classe d'invocateur finira par être pétée à l'infini. D'où tu considères que t'es dans un mode difficile, alors que t'as une classe qui te permettra de surpasser tous les autres. Les vrais gamers accro à la difficulté, et je peux vous garantir que j'en connais, tu les fais choisir entre se battre à main nue ou avoir des sorts ultra pétés, ils vont y aller à poil. Donc bon, en dehors de ça, c'est pas particulièrement original ni intéressant, mais c'est surtout ce détail précis qui m'a énervé au point de le foutre dans le flop. Je crois pas avoir déjà lu un bouquin avec un potentiel aussi énorme et un résultat aussi décevant. L'histoire est une revisite de Superman, avec un super-héros bénéficiant des mêmes pouvoirs, force, vitesse, vol, invulnérabilité, vision calorifique, etc. Sauf que la première partie de l'histoire laisse imaginer ce que pourrait donner un vrai Clark Kent dans notre monde actuel. C'est-à-dire un super-héros qui a à cœur de vraiment protéger tout le monde, qui est constamment sur le qui-vive, mais qui en même temps a toute une escouade d'acolytes qui vont plus ou moins faire tampon avec l'humanité, notamment parler à la presse par exemple. Et j'ai beaucoup aimé cette première partie, l'idée que même un super-héros aussi puissant et bien intentionné a besoin d'aide et peut faire des erreurs. Sauf que malheureusement vient la partie de la bascule, avec la révélation que le héros est pas si gentil et parfait que ça. Et encore, on n'est pas tombé dans l'aspect ultra diabolique façon The Boys, hein. On est plus proche de Thanos du MCU en fait. Il veut faire le bien pour le plus grand nombre, quitte à devoir en sacrifier quelques-uns. Malheureusement, je trouve l'axe moral pas très clair. Parce que quand tu vois le final, tu te demandes si c'était vraiment une bonne chose que ça se finisse comme ça. Zone spoiler, donc si vous ne voulez pas de révélation malvenue, je vous invite à sauter à ce timecode. Je veux dire, oui,
Alpha One tue des humains et parfois assez froidement. Mais en même temps, tu vois la quantité d'efforts qu'il déployait, le mec protégeait le Japon des tsunamis, il aide à créer des barrages pour offrir de l'eau et de l'électricité à des petits villages, et à terme, son objectif, c'est de combiner son génome à celui des humains pour créer des surhommes et faire progresser l'humanité. Il n'a pas pour but d'asservir le monde ou de nous massacrer. Et quand, à la fin de l'histoire, le protagoniste et sa femme ont tous les deux obtenu des super pouvoirs et vaincu Alpha One, ils ont pas l'intention de sauver le monde. Ça, c'est juste, ouais, le monde doit apprendre à se débrouiller tout seul. Par contre, nous, on garde nos super pouvoirs pour nous et le fuck pour le reste. Et je trouve ça ultra égoïste. Et vous m'excuserez, mais l'argument du « si l'humanité a tout le temps un garde-fou super héroïque, bah du coup elle apprend pas de ses erreurs ». Ouais, bah moi je vis dans un monde sans super-héros et je peux vous garantir que c'est pas glorieux. Au contraire, si on avait un Superman pour nous remettre dans le droit chemin de temps en temps, ce serait pas du luxe. Il y a aussi quelques incohérences. Pas des masses, et surtout sur la fin. Genre à la base, le héros vient d'une planète de surhommes, d'où il a été banni pour son radicalisme, d'où le parallèle avec Thanos. Il a été enfermé dans un vaisseau prison avec des gardiens, vaisseau qui s'est crashé sur Terre, sauf que le crash a tué tout le monde, sauf lui. Alors qu'ils sont tous censés avoir des super pouvoirs. Fin du spoiler. Il y a aussi la personnalité d'Alpha One qui n'est pas tout à fait claire. Parce que autant tu peux comprendre l'aspect manipulateur quand il fait des trucs pour ses projets. Par contre, quand c'est juste des aspects purement méchants, genre je vais parler à 2 soldats russes et leur dire dans leur langue « Eh, mon collègue vient de vous traiter de grosse merde. Bon, sur ce, je vous laisse !» Mais c'est un move de fils de pute, ça. Et du coup, ça fout le doute. Est-ce que le gars est vraiment sincère quand il dit « Je suis désolé, j'ai dû tuer cette personne, ça m'a pas fait plaisir, mais il fallait le faire ?» Ou est-ce que c'est vraiment le psychopathe ultime? Et donc, je sais pas si la personnalité d'Alpha One est pas clairement affichée, ou si c'est juste les auteurs qui se sont mélangés les pinceaux. Pourtant, je leur dis, ce comics a un énorme potentiel. Et à mon sens, il pouvait s'intéresser à un axe de super-héros qui, en fin de compte, est presque pas exploré. Bref, je vous le recommande pas des masses. Encore un projet qui avait tout pour plaire, et qui ne réussit qu'à moitié ses objectifs. Grosso modo, après une mission qui semblait relativement classique à Metropolis, Superman rentre chez lui, vraisemblablement déstabilisé, et quand Lois lui demande pourquoi, il répond qu'il est parti depuis 20 ans. En effet, sa dernière mission avec la Justice League l'a téléporté au beau milieu de l'espace, et malgré toutes ses capacités, l'homme d'acier s'est retrouvé littéralement perdu. Et à mon sens, c'est probablement une des idées les plus innovantes qu'on puisse imposer à Superman. Physiquement, il est invulnérable, donc qu'est-ce qui se passerait si on le malmenait psychologiquement? S'il devait faire face au traumatisme d'avoir erré seul pendant 2 décennies. Et franchement, une bonne partie de l'intrigue fonctionne totalement. Avec Clark Kent qui est complètement déstabilisé, traumatisé par son errance, malmené par un stress post-traumatique, avec Lois qui essaye désespérément de lui faire reprendre pied, redonner goût à la vie à Superman si ça c'est pas une tâche de titan, sauf que... non en fait. Tenez, un exemple. Un effet du traumatisme de Superman, c'est qu'il a pris l'habitude de retenir très longtemps sa respiration, ce qui fait peur à sa femme. Ce qui aurait été logique s'il avait passé la majorité de son temps sans air. Ce qui n'est absolument pas le cas. Oui, les premiers mois, Kent les a passés seul dans l'espace. Après quoi, il a passé tout le reste de son exil sur une seule planète, avec de l'oxygène, et des êtres pratiquement humains avec qui parler. Ce qui aurait pu être une source de son trauma, ça pourrait être le fait d'être sur une planète condamnée, avec des habitants qui refusent son aide. On veut pas de toi, mêle-toi de tes affaires. Ceci dit, j'ai trouvé le concept du monde entièrement géré par la démocratie plutôt bien pensé, hein, ça... Bah oui, c'est pas parce que tu te trouves sur un monde où tout le monde peut donner son avis sur la gestion de la planète qu'elle va forcément être bien gérée. Et il y a aussi pas mal de choses qui à mon sens sont beaucoup trop faciles. Genre la toute première planète sur laquelle il atterrit, on lui offre une combinaison spéciale qui lui permet de mieux gérer son énergie. Sacré coup de bol, surtout quand on sait que sans cette tenue il serait mort très rapidement. Et alors, le final, c'est juste un des moyens parmi les plus nullissimes que je connaisse, pour bazarder toute l'histoire sur le tapis en mode non il s'est rien passé. Histoire que ça n'ait aucune conséquence sur le reste de l'univers d'ici. Alors certains vont me dire oui mais si on s'était concentré sur Superman qui reste tout seul dans le vide spatial, on serait fait chier, c'est le concept. Et t'es pas obligé de te concentrer sur l'errance spatiale. Juste, tu fais des ellipses, entrecoupées de moments où Clark est revenu sur Terre. Donc, malgré de bonnes idées et un pitch de départ génial,
Superman Lost est une très grosse déception et je ne vous la conseille pas. Oh là, oh là. Alors, j'ai un gros problème avec ce manga. Premièrement, c'est le dessin. Je sais pas si la série date des années 80 ou si c'est juste une volonté de l'illustrateur de se rapprocher de ce style, mais c'est totalement un dessin de manga des années 80. Et bah le lien avec mon deuxième problème, c'est l'ambiance. On est sur une histoire de maison hantée, t'as des passages assez gore et traumatisants, et en même temps tu as des passages ultra shonen. Mais genre, vous lisez un vieux Dragon Ball, vous savez, où t'as un héros qui va sortir une blague de merde, et tous les autres personnages en arrière-plan vont tomber sur la tête. C'est exactement ça. Tu as précisément ce genre de vanne dans l'intrigue. Et aussi, t'as une espèce de gamin avec un super pouvoir, qui est complètement cheaté, avec une meuf, la meilleure exorciste du Japon, avec de gros combats et tout, Et c'est là que t'en viens à te poser la question, et c'est quoi le but du manga en fait? Est-ce que vous vouliez faire un manga de baston shonen ou un manga d'horreur? Parce que clairement, le mélange prend pas, mais pas du tout. Déjà, le style du dessin, souvent humoristique à un niveau caricatural, qui n'aide pas à te rentrer dans le délire oppressant et terrifiant, et à côté t'as l'aspect ultra neketsu, où tu devines qu'il va y avoir le gamin au pouvoir qui va devoir devenir de plus en plus fort pour affronter des ennemis de plus en plus dangereux, et quand tu te renseignes, tu apprends que le manga date de 2016, et qu'il y a déjà 25 tomes au Japon. Et c'est d'autant plus con que le pitch de base est intéressant. Ça parle d'une maison qui est tellement hantée et dangereuse que le gouvernement décide de la détruire publiquement. Sauf que la baraque résiste à tout, même à un putain de bombardement. À côté de ça, le gamin au super pouvoir, il a été trouvé dans un vieux Boeing qui a disparu depuis 40 ans, personne sait d'où il vient, même pas lui, et c'est vraiment dommage. Je trouve qu'il y avait moyen de faire un très bon truc avec. Mais là, tel que c'est actuellement, je vous le conseille pas du tout. Très probablement que l'auteur ou l'illustrateur a voulu se faire un délire arty avec ce livre, mais j'en étais clairement pas le client. L'histoire, c'est qu'un jeune trader tente de se noyer pour retrouver sa bien-aimée, visiblement suicidée, sauf qu'il se retrouve propulsé dans Bunkerville, une sorte de dimension parallèle où les gens complètement décalés régnent en maître. L'œuvre m'a pris moins d'un quart d'heure à lire, parce qu'il y a beaucoup plus d'images que de texte. D'où mon insinuation sur le délire arty. Parce qu'il y a pas mal de pages qui sont uniquement dédiées à la contemplation, voire aux idées complètement what the fuck de mise en scène, et ben je vais être franc, je trouve ça moche. Le style de dessin, sans être dégueulasse, n'arrive à aucun moment à être classe ou impressionnant, je trouve que l'histoire n'a ni queue ni tête et enchaîne les événements clichés, le perso principal est transparent comme pas permis, bref, je me suis fait chier à lire Bunkerville. Donc, si vous avez une fibre artistique plus sensible que la mienne, essayez voir, mais franchement, je vous le conseille pas. Quand j'ai vu le titre et la couverture, je m'attendais à une comédie, et j'avais aucune idée de comment un thème pareil pourrait être intéressant plus de 2 pages. Visiblement, l'auteur n'en avait pas la moindre idée non plus. En gros, nous sommes dans un univers où les Magical Girls sont connues et officielles, leurs combats sont même régulièrement filmés et soutenus par des fans façon idol, sauf que, si les sorcières qu'elles combattent sont faciles à éliminer, quand elles meurent, leurs familiers deviennent giga puissants, beaucoup plus que les Magical Girls, et tentent de se venger de ces dernières. C'est pour cette raison qu'on a les Magical Quadra qui agissent dans l'ombre, c'est-à-dire des hommes adultes en costard-cravate qui utilisent des accessoires de Magical Girl pour faire le ménage. Littéralement, c'est les meufs, vous êtes bien sympas pour attirer l'attention, mais s'il y a un vrai danger, laissez faire les mecs. Je suis désolé, c'est totalement le message du manga. Si le fait de buter les sorcières rend les familiers aussi dangereux, faites passer le message, et dites aux Magical Girls de ne pas tuer mais seulement capturer les sorcières. Je sais pas, protéger la population c'est pas le premier truc à envisager? En dehors de ça, est-ce que c'est une comédie ou une aventure d'action? Je vous avoue que j'en sais rien. Vu à quel point ça m'a à peine fait sourire, je pencherais pour la seconde option. Mais clairement, je pense pas que ça va voler bien haut. Pour moi, c'est pas très intéressant, pas très intelligent et assez sexiste, donc je vous le conseille pas. L'histoire, c'est que nous allons suivre un lycéen qui subit un harcèlement et toute sa famille est morte.
Il a donc l'intention de se foutre en l'air. Manque de peau, le SAMU réussit à le sauver, mais il a attiré l'attention de l'ange de la mort, qui lui propose un pacte. Pour chaque année de sa vie sacrifiée, elle lui offre un ticket de l'enfer, qui une fois déchiré, lui permet d'utiliser les techniques ultimes d'une personne décédée. Genre, le génie de Léonard de Vinci, la puissance de boxe de Mohamed Ali, la contrepartie étant que, ces techniques, il ne peut les utiliser que pendant 1 heure, et après, il n'y aura plus jamais accès. Donc déjà, ça sent la douille. Ensuite, le héros cherche à retrouver l'esprit de sa mère, qui est coincé sur Terre. Et pour ça, il doit nécessairement passer par une médium. Et là, déjà, t'as un problème. Sandek, l'ange de la mort, j'avais juste envie de lui dire, c'est « Meuf, au lieu de me filer tes tickets, tu me donnes directement la capacité de voir les esprits et ça ira plus vite. » Ce serait infiniment plus simple, mais aussi infiniment moins shonen, je l'admets. Et aussi, j'ai eu de gros soupirs de lassitude au fur et à mesure que je voyais les limites complètement foireuses du marché, en fait. Déjà, le gars ne peut pas utiliser à 100% les capacités qu'il invoque. Genre, à un moment, il utilise l'âme d'un champion d'haltérophilie, et il peut pas soulever plus de 80 kilos. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque ? L'intérêt, c'est justement de pouvoir utiliser la technique au maximum de son potentiel. C'est un truc magique, ça ne dure qu'1 heure, et tu sacrifies 1 année de ta vie pour ça. Plus tard, il affronte un gars qui est littéralement un dieu des arts martiaux, donc, si le héros peut pas avoir ses compétences au maximum, il devra lutter. Il pourra pas le vaincre facilement, quoi. Ça va être un adversaire ultra coriace. Non. Le héros le one-shot. Bah, du coup, il maîtrise les techniques à 100% en fait. Ça varie en fonction des besoins du scénario, c'est ça ? Pire encore, le héros peut continuer à se faire enculer. À un moment, le gars, il est censé répondre à des questions ultra précises. Il peut pas, alors qu'il a l'esprit du mec qui a toutes les réponses avec lui. Sauf que les réponses, il peut pas les dire parce qu'il les a uniquement en anglais. Parce que le mec était américain. Non mais l'arnaque ultime, quoi. Surtout que ce problème-là de langage, il est amené pour provoquer une péripétie qui ruine complètement la réputation du héros, en mode on ne peut pas lui faire confiance. Et cette péripétie est réglée de la manière la plus stupide et basique possible. Franchement, j'ai passé la scène, j'avais juste envie de balancer le bouquin par la fenêtre. Purée, ça, c'est un best-seller à 300 000 abonnés sur Webtoon ? Eh ben bordel, ils sont pas exigeants sur cette plateforme. Néanmoins, il y a quand même des points qui sont plutôt bien amenés. Déjà, le fait d'avoir un héros qui utilise ses capacités pour devenir garde du corps, c'est vrai que c'est un domaine qui est pas souvent exploité dans le manga, ni même dans la fiction dans les grandes largeurs, et c'est vrai que le principe du héros qui échange véritablement toute sa vie contre tout un tas d'aptitudes différentes, oui, c'est cool, c'est original, et ça a le mérite de varier un peu de tout ce qui est je débloque des capacités de cheater à l'infini. Le problème, c'est qu'il y a pas mal d'incohérences et de contradictions, et beaucoup trop de points qui font vraiment trop scénarium. Donc franchement, je ne vous conseille pas Hero Ticket. Oh bordel. Des fois que vous ne le sauriez pas, Disney est tellement avide de fric qu'il a choisi de s'étendre dans à peu près tous les domaines, quitte à se mettre en totale contradiction avec ses intentions premières. De quoi Disney est censé être du divertissement et de l'animation, au point qu'il ne faut rien faire de choquant et censurer tout ce qui pourrait faire polémique. Ok. Par contre, acheter dans son catalogue Alien, La Mouche ou La Colline à des yeux, ça va, les enfants peuvent encaisser. En 2010, Disney a racheté Marvel. Ils ont racheté Lucasfilm et donc Star Wars en 2012. Ils ont racheté la Fox et son catalogue de films, mais également National Geographic. Cette industrie, c'est un trou noir. Elle se gave et malgré tout, elle a de plus en plus d'oursins dans les poches. Notamment quand on voit comment sont traitées les équipes d'effets spéciaux. Mais comme si ça ne suffisait pas, Disney a décidé qu'ils allaient investir dans la branche manga. C'est pour ça qu'on a eu des mangas Star Wars ou dédiés à des personnages Disney comme Cruella. Donc, que vaut ce Twisted Wonder ? C'est de la merde. Non, ok, je vais être honnête, c'est complètement lambda. Littéralement, la seule raison pour laquelle on a le logo Disney, c'est parce que c'est un monde où ont existé les différents méchants de tous les Disney qu'on connaît. Et qu'on a droit à des statues des grands méchants du genre Jafar, Ursula, tout ça, etc. C'est littéralement le seul lien qu'on peut faire avec Disney. En dehors de ça, on aurait très bien pu dire que ça se déroulait dans l'univers de Alice au Pays des Merveilles, le roman, que ça aurait strictement rien changé. Sauf que voilà, Twisted Wonderland, je vous fais le résumé, c'est un jeune japonais à l'esprit combatif particulièrement développé qui se retrouve téléporté dans le pays des merveilles afin d'étudier dans une académie de magie. Il va se faire des rivaux qui vont vite devenir des proches et se montrer plus efficace qu'on ne pourrait le croire au premier abord afin d'atteindre l'objectif de sa quête, rentrer chez lui. C'est un shonen neketsu de base.
Demon Slayer, que je trouve déjà ultra classique, reste plus original que Twisted Wonderland. Et du coup, pourquoi le logo Disney? Pour se diversifier. Uniquement ça. Parce que sans ce logo, il y a strictement rien qui le distinguerait de la masse. Et ça aussi, ça fait partie de la stratégie Disney. Se diversifier, mais en faisant des trucs suffisamment bateaux pour que ça plaise au plus grand nombre. En gros, c'est juste une source de revenus supplémentaires. Donc un conseil, ignorez ce manga, il n'en vaut pas la peine. Oh putain. Alors, on va essayer de résumer vite fait. Le héros a autrefois fait un voyage d'études à Londres avec un groupe de potes, où ils y ont rencontré Zoé Carrington. Et cette fille a marqué leur vie au fer rouge comme étant LA femme extravertie, jamais liée, un brin hippie, bref, avec tout un tas d'éléments la caractérisant. Sauf qu'elle s'est finalement maquée avec un autre, Léo, et les 3 Français sont rentrés chez eux la queue entre les jambes. 10 ans plus tard, la jeune femme les recontacte pour les inviter aux 30 ans du fameux Léo, où ils pourront ainsi renouer des liens. Je me suis fait chier, clairement. C'est vraiment le genre d'histoire où je ne m'attache pas du tout aux personnages. Qui, au-delà d'être des losers, sont des putains de connards égoïstes. Je n'ai pas apprécié un seul d'entre eux, je ne supporte pas le personnage de Zoé. Je me suis emmerdé du début à la fin de l'histoire. Ce n'est pas drôle, ce n'est pas intéressant, même si le final a quand même le mérite d'ajouter une petite couche de profondeur sur la fin, avant de t'annoncer qu'il y aura un tome 2. Nique-toi! Je me suis beaucoup trop fait chier pendant cette histoire pour avoir envie de lire la suite. Donc, je vous le déconseille, c'est soporifique et ça encense des personnages qui ne le méritent absolument pas. Waouh. Je pensais pas qu'un manga pouvait être aussi inintéressant. Le pitch, c'est qu'un tueur à gages psychopathe va tomber amoureux d'une chasseuse de primes et essayer de la séduire, notamment en lui livrant des cibles à capturer. C'est nul. C'est affligeant, y a rien. L'histoire d'amour, c'est niette. Y a 0 sentiment si on accepte la meuf qui se fait courser par un psychopathe. Et l'héroïne en question, la chasseuse de primes badass, non seulement elle ne sert à rien, c'est limite si elle desserre les mâchoires pendant le premier tome, et en plus, elle est nulle. Genre, si c'était le tueur qui lui proposait ses cibles et qu'elle refuse parce qu'elle a sa fierté de capturer ses proies elle-même, ça aurait pu lui donner un côté classe et une raison de résister. Sauf que même pas. La meuf, elle accepte ses cadeaux parce qu'elle est pas foutue de capturer elle-même ses propres cibles. Elle est inutile comme pas permis. Franchement, je vois tellement pas d'intérêt à ce manga. C'est nul et vide. Même le côté romance un peu sombre. Je suis désolé, mais j'ai déjà vu tellement mieux ailleurs. Donc non, clairement, Love of Kill, c'est complètement nul. Donc je vous le déconseille. Je sens qu'à force, je me répète dans les tops et les flops. Enfin, en même temps, c'est pas ma faute si les conneries sont tout le temps les mêmes. Skeleton Double, c'est l'histoire d'un lycéen japonais qui reçoit un super pouvoir, notamment de devenir invisible. Pouvoir qui va l'amener à affronter un tas d'ennemis avec les mêmes facultés, mais de plus en plus costauds. Ah oui, tout ça pour résoudre le mystère du meurtre de son père. Bordel, comment vous pouvez encore sortir des histoires aussi clichés? Littéralement, avec ce manga, j'avais le don de double vue. Avant même de tourner une page, je savais ce qu'allait se passer sur la suivante. Et évidemment, le héros développe un certain talent pour son pouvoir, mais il se fait défoncer par les premiers méchants qui sont particulièrement balèzes. Coup de bol, un mentor encore plus balèze va débarquer pour les remettre à leur place, et va entraîner le héros. Waouh, niveau 0 de l'inventivité. C'est encore plus désagréable quand tu vois que le manga explique des événements importants par des flashbacks. Genre, les méchants ont volé le MacGuffin au héros, qui sait tout juste comment il peut devenir invisible. 2 pages après, le héros débarque en mode ultra bourrin. Et là, après que le combat est débuté, tu as un flashback qui t'explique « Alors qu'il descendait la colline, le héros s'est rendu compte qu'il pouvait manipuler ses fibres musculaires. » Ok, non seulement vous avez aucune inventivité, mais en plus vous savez même pas raconter une histoire correctement. Bravo. Je passerai sur les dessins, hein, c'est ultra classique. C'est pas moche, mais y a rien qui te donne vraiment envie de t'attarder dessus. Les personnages sont d'un lambda sans nom, les chara-design sont d'un classique as fuck. Bref, c'est pas intéressant, c'est pas innovant. Ce manga est une coquille vide. Et encore une fois, je vais à nouveau râler sur ce point, mais je comprends pas comment on peut autoriser des merdes pareilles à sortir. Que tu veuilles faire du fric, ok, bah fais du fric avec un truc bien alors.
quand je pense aux auteurs et aux scénaristes qui ont des putains d'idées de génie et qui galèrent à se faire connaître, et qu'en parallèle, le premier abruti sans talent peut obtenir le succès avec une œuvre sans aucune saveur, ça me débecte. Franchement, ça m'écœure. Jodorowsky, c'est toute une institution. Et d'ailleurs, ces histoires sont souvent, on va dire, assez perchées. Ceux qui ont lu l'Incal savent de quoi je parle. Après, j'ai pas testé toutes ces créations, donc je pourrais pas vous dire que c'est intégralement bon ou mauvais. Hein. L'Incal, les Métabarons et les Technopères, j'en ai des très bons souvenirs. Pour le Lama Blanc, il se trouve que je l'ai découvert quand j'étais au lycée. Il y avait, je crois, les 3 premiers tomes au CDI, et je les avais lus et bien aimés. Donc, autant voir ce que la suite donnait, quoi. L'histoire, c'est que le grand lama a choisi de se réincarner, car il a deviné qu'une ère de désastre allait se produire et qu'il avait besoin d'un corps plus jeune. Sauf que, par pur hasard et trahison, la maison dans laquelle il devait renaître est assaillie par des assassins qui éliminent le môme. Le truc, c'est que cette baraque abritait aussi un couple d'occidentaux, dont une femme sur le point d'accoucher. D'où le titre de Lama Blanc. Et autant, le début de l'histoire est sympa à découvrir, autant à partir de la moitié de l'intrigue, ça commence à plus du tout aller. Pour l'exemple, le gamin est sauvé d'une condamnation à mort par des Britanniques. Britanniques qui le ramènent chez eux et lui donnent une éducation occidentale. On montre bien que le gosse est très mal adapté, genre il refuse de manger de la viande parce que c'est contre sa religion. Ok. Et là, t'as une ellipse de 10 ans, et tu retrouves le gamin, parfaitement adapté à la société anglaise. Genre, il a fait quoi pendant tout ce temps? Il a renié ses convictions et son enseignement de lama? Il a fait semblant? Est-ce qu'il a fini par bouffer de la viande? T'en as aucune idée. Littéralement, le mec pourrait avoir été amnésique pendant toute cette période que ça n'aurait rien changé. Et en plus de ça, j'ai 2 gros problèmes avec cette œuvre. La première, c'est la réincarnation du lama. Il désigne un successeur pour diriger les croyants en son absence, sauf que le successeur en question est un immonde connard assoiffé de pouvoir qui va transformer la lamasserie en état totalitaire. Alors vous allez me dire, bah le vieux il pouvait pas deviner, si. C'est dit dans la BD, le vieux était parfaitement au courant de ce qui allait se passer. Il savait pertinemment que cette décision allait foutre la merde, causer la mort et la souffrance d'un grand nombre de personnes, et il l'a quand même fait, pour revenir plus tard, en mode super-héros. Mais c'est pas un comportement de saint, ça? C'est un comportement de gros connard orgueilleux? Déjà, comment tu veux apprécier un mec pareil? Et ensuite, la morale tibétaine est tordue dans tous les sens pour que ça serve les intérêts du personnage. Genre, bouffer de la viande, hein, au bout d'un moment, le héros se rend compte que « Oh, ça va, c'est pas si mal que ça ». Quant au meurtre, oui, la première fois qu'il en commet un, il veut se faire pardonner au point d'aller passer 3 ans à poil dans la montagne. Mais vous voulez qu'on reparle du climax final? Celui où le héros élimine les 3/4 des ennemis? Oh mon dieu, mais il pourrait pas tuer des gens? Ça remettra en cause sa sainteté? Donc il utilise une tactique de fourbe. Une espèce de sortilège qui fait que, si tu l'attaques, les blessures te reviennent dessus. Du coup, c'est pas lui qui les a tués, c'est leur propre violence qui s'est retournée contre eux. Mais ça reste des meurtres, espèce d'immonde connard! C'est toi qui as lancé un sort qui conduit à ce qu'ils se tuent eux-mêmes. C'est de la manipulation et rien d'autre. Si tu étais un vrai saint, tu aurais conduit les criminels à se repentir, à désirer le pardon, à reconnaître leur tort. Sauf que non, il fallait impérativement passer par le meurtre. En plus de ça, vient la surpuissance du personnage. À partir de la moitié de l'histoire, tu te rends compte qu'il est revenu au potentiel d'avant sa réincarnation. Genre le mec est puissant au point de créer des séismes par la pensée. Donc t'avais besoin de te réincarner au juste? Le mec prétend qu'il avait besoin d'un corps plus jeune et vigoureux pour se préparer à la guerre, c'est... Mec, on t'a vu détruire ta capacité à vieillir et mourir. T'aurais littéralement pu épargner au Tibet une quantité colossale d'emmerde si t'avais fait ça depuis le début. Immonde trou-duc, va. Et puis, d'ailleurs, affirmer que l'immortalité est supérieure au cycle des réincarnations, c'est pas un peu craché sur l'ensemble de la foi bouddhique, ça? Alors, je suis pas un expert du bouddhisme, hein, loin de là. Mais c'est pas garanti que les concernés vont beaucoup apprécier. Et quand j'ai fini l'intégrale, tu as le petit message qui te dit « Fin du premier cycle ». Attendez, parce que c'est toujours pas fini? Le mec est littéralement devenu un dieu vivant, qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait de plus à raconter? Bref, le lama blanc, j'ai détesté. Le personnage principal, l'intrigue, j'ai détesté l'histoire, c'est contradictoire, c'est moralement paradoxal. Bref, pour moi, c'est très mauvais. Après, est-ce que l'œuvre mériterait des polémiques du style sauveur blanc ou whitewashing? Je suis pas sûr.
Franchement, je pense pas. Parce que le coup de l'âme tibétaine dans un corps d'occidental, bah c'est le principe de l'histoire en fait. Donc je trouve pas que les polémiques soient valables. Maintenant, à vous de vous faire votre propre avis, mais perso, le lama blanc, c'est de la merde. Il y a des fois, tu lis le titre d'une œuvre, et tu imagines à peu près de quoi ça pourrait parler. Et dans ta tête, ça fait cool. Donc tu lis le bouquin, et en fait, pas du tout. L'histoire se déroule dans un roman de fantaisie médiévale, dont l'autrice se retrouve implantée dans le corps de Fiona, la grande méchante, alors qu'elle était encore enfant. Problème, la méchante, malgré sa surpuissance, oui, évidemment que le perso est cheaté, comme d'hab, est censée se faire bolosser par le héros et son futur crush, imposant à Fiona d'anticiper ce qui va lui arriver pour ne pas finir décapitée et précipitée en enfer. Alors, déjà, au-delà du principe de l'isekai archivu et revu, qui est l'autrice? On ne sait pas. Pourquoi a-t-elle transmigré dans le corps de ce perso? On s'en cogne. Littéralement, ça pourrait juste être le personnage de Fiona qui a remonté le temps après s'être fait buter, que ça changerait strictement rien. Même le principe du fait que c'est l'autrice. Elle a été la narratrice de tous les personnages. Donc elle est censée plus ou moins les connaître. Même ça, c'est foiré. Parce que t'as des moments où on va suivre le point de vue du héros, donc complètement extérieur à Fiona. Ça, c'est précisément le genre d'incohérence qu'un auteur digne de ce nom se serait évertué à corriger. Et alors justement, le principe d'avoir l'auteur qui contrôle un protagoniste, non seulement il connaît l'histoire, mais il est aussi censé connaître les personnages. Ce n'est pas son cas. Littéralement, elle se trouve 6 ans avant le début de son roman, et à plusieurs reprises, elle va se plaindre qu'elle ne sait absolument pas comment était tel ou tel perso à cette époque. Genre, elle est surprise de découvrir que le héros fait partie d'une troupe de mercenaires et qu'il a été maltraité par ces derniers. Et tu te prétends autrice? Putain d'incompétente. Que tu connaisses pas le moindre détail de la vie de tes persos, je veux bien le comprendre. Je peux même admettre que pour les personnages tertiaires, bon, t'as pas forcément prévu de leur faire tout un background, d'accord. Mais que tu sois pas foutu de connaître les grandes lignes de l'histoire de tes personnages principaux, c'est que t'es vraiment une autrice de merde. Et là encore, quel intérêt d'avoir l'auteur aux commandes, surtout dans le rôle de l'antagoniste? Lui faire ressentir des choses que son poste de narrateur ne lui permettait pas de ressentir, ou lui faire appréhender les choses d'un autre point de vue. Sauf que non, ça ne sert à rien. C'est juste un isekai archi classique, avec une héroïne qui devient complètement pétée. Si, elle est pétée. Hein, c'est un endroit rempli de monstres où les plus grands chevaliers du monde se font décagner en 5 minutes, elle te vide le tout en un claquement de doigts. Je vais comparer un animé du même genre, et qui pourtant est bien plus intéressant. Otome Game, où la meuf est une lycéenne qui se retrouve plongée dans un jeu de drague, dans la peau de la méchante. Et là encore, elle a conscience de ce qui va lui arriver. Sauf que elle n'est pas archi-douée en magie, n'est pas particulièrement forte, son seul avantage, c'est que le jeu dans lequel elle se trouve, elle l'a poncé. Elle connaît tous les ressorts scénaristiques, et donc elle peut envisager, à son level, d'apprendre à se débrouiller toute seule. Alors l'anime est pas exceptionnel non plus, hein, et clairement vous avez fini la première saison, vous pouvez vous arrêter là, mais au moins le visionnage sert à quelque chose. Sinon, le sous-titre du manhwa c'est « L'héroïne la plus impitoyable de la romance fantasy ». Va falloir me dire en quoi elle est impitoyable. Il existe déjà beaucoup de personnages féminins qui sont clairement au-dessus de son niveau. Même moi j'ai inventé des persos féminins plus cruels et impitoyables que cette pouffe. Donc non, autrice de ma destinée, c'est une merde, et ne lisez pas cette daube. Et voilà, je pense avoir fait le tour de mes pires lectures de 2024. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous invite à me retrouver, normalement dès demain, pour les tops des lectures de l'année. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, et à bientôt, à bord de l'Universalis. Déjà que j'ai du mal à suivre l'actu pour les films, les si... Déjà que j'ai du mal à... Même si j'ajoute toujours des arguments, ça reste majoritairement mon avis. Même si j'ajoute toujours des... Et enfin, si vous avez vu la bilo... Oui. Vous avez vu la bilo? Oh. D'une héroïne qui meurt et ressuscite 10 ans plus tôt pour recommencer son... Non, d'une héroïne qui meurt et ressuscite 10 ans plus tôt pour changer son futur. Bien joué. D'une héroïne qui meurt et ressuscite 10 ans plus tôt pour changer son futur. D'une héroïne qui meurt et... Après les isekai, voici les résurrections. Elle avait énormément de bonnes idées. Ah.
dont les gondoliers viennent régulièrement raqueter... dont les gondoliers viennent régulièrement raqueter de la... Je vais pas y arriver... Et même cette scène ne sert pas à développer l'alchimie entre les personnages, vu qu'ils couchent des ans. Et même cette scène ne suffit pas à développer l'alchimie entre les... Donc tu considères que t'es dans un mode difficile, alors que tu as une classe qui te finira par surpasser tous les autres. Bien. Il aide à créer des barrages pour offrir de l'eau et des électricités. Il aide à créer des barrages pour offrir de l'eau et de l'électricité à des petits villages. Il aide à créer des barrages pour offrir de l'eau et de l'électricité à des petits barrages. Et vous m'excuserez, mais l'excuse du si l'humanité a tout le temps un superbe... S'il devait faire face à des traumatismes. S'il devait faire face aux Ce qui aurait été logique s'il avait passé la majorité de son temps dans les... Non, ce qui aurait été logique s'il avait passé la majorité par... Je trouve que l'histoire n'a ni queue ni tête et enseigne les poncifs. Non, elle ne les enseigne pas, elle les enchaîne. Putain. Lui permet d'utiliser les putain. Déjà... Purée, ça, c'est un best-seller à 300 000 vues. Non. 300 000 abonnés sur Webtoon, ouais. Purée, ça, c'est un... Oui, c'est cool, c'est original, et ça a le mérite de varier un peu du je débloque des capacités... Et ça a le mérite de varier un peu du je débloque des capacités cheatées à l'infini sans aucune retenue. Et ça a le mérite de varier un peu de tout ce qui est je débloque des capacités cheatées à l'infini. Putain, ça... Numéro 6, Twisted Wonderland, la maison Artlia 2024. Par contre, ajouter dans son catalogue La Mouche, la colline à des yeux ou... Par contre, ajouter dans son catalogue Alien, la mouche à des yeux. La mouche à des yeux. Oui, bien sûr. C'est un concept, hein, le nouveau film d'horreur. La mouche à des yeux. Oui. Elle se gave et malgré tout, elle a de plus en plus d'oursins dans les... Donc, que vaut ce Twisted Wonder... C'est l'anime. C'est parce qu'on est dans un monde où on a les où on existe. Putain. Je me suis trop fait chier pendant cette histoire pour avoir envie... Aïe, 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 mal au cul. Évidemment, le héros développe un certain pouvoir. Évidemment, le héros se... Non. 2 pages après, le héros débarque en mode ultra bourrin. Non, ultra bourrin, oui. Ok, non seulement vous n'avez aucune activité... Ça. Et lui faire ressentir des choses que son poste ne narrate... Même moi, j'ai inventé des... Même moi, j'ai inventé des persos féminins plus... Merde. Même moi, j'ai inventé des persos féminins plus cruels et Putain. Même moi, j'ai inventé des persos...